Sai per un gol, io darei la mia vita, che in fondo lo so. Édition Solar, collection des cahiers du football, les entraîneurs révolutionnaires du football. Raphaël Cosmidis, Christophe Kuckli, Julien Maumont. Page 80, Helenio Herrera. Helenio Herrera, le football verrouillé. En attaque, tous les joueurs savaient ce que je voulais. Un football vertical à grande vitesse avec 3 passes maximum pour arriver dans la surface adverse. Le dribble est quasiment proscrit. Si tu perds le ballon en jouant verticalement, ce n'est pas un problème. Mais si tu le perds latéralement, tu le paies avec un but. Tous s'accordent sur le moment où tout a basculé. Le 13 novembre 1960, au Stadio Silvio Appiani de Padoue, pour la 7e journée de Série A. Arrigo Sacchi, cité dans Inverting the Pyramid, nous rafraîchit la mémoire. L'Inter dominait. Padoue a passé la ligne médiane 3 fois, marqué 2 fois et touché 1 fois le poteau. Défaite 2-1 chez les Vénètes, entraîné par Nereo Rocco. On en reparlera. Après avoir pourtant ouvert le score. Première défaite de la saison pour les Nerazzurri d'Helenio Herrera. Mais le 3e match sans succès après 2 nuls. Et Herrera a été crucifié dans les médias, déplore Sacchi. Les 4 victoires convaincantes pour lancer la saison sont déjà oubliées. Helenio Herrera, abréviation discutable HH à l'époque, va changer d'approche. Fini l'offensive et l'ouverture, place à la défense et au verrou, le fameux catenaccio. Voilà pour l'instant déclencheur. Mais comme pour n'importe quelle invention ayant changé le cours de l'histoire, la paternité de ce revirement décisif est disputée. L'entraîneur franco-argentin d'abord se l'attribue dans son autobiographie Io, en 1962. La semaine suivant le revers padouan, l'Inter reçoit le Milan pour un derby toujours acharné. À la 44e minute, Armando Pichi, alors latéral droit, ouvre le score. Conscient de l'impérieuse nécessité de rebondir, Herrera aurait ordonné à Costanzo Balleri de reculer derrière sa ligne défensive pour préserver l'avantage. Avec succès. Sous cet angle, le catenaccio n'est pas un choix idéologique mais pragmatique. Le plus influent journaliste sportif italien de l'époque, Gianni Brera, conteste cette version. Fervent défenseur du catenaccio et d'une conception du football où la défense prime, la fine plume de la Gazzetta dello Sport a directement exposé sa propre interprétation lors d'une conversation avec Helenio Herrera, retranscrite par le site espagnol Ecos del Ballon. À votre arrivée en Italie, vous, en comparaison à nous, étiez 10 années en retard. Et Angelo Moratti, président de l'Inter depuis 1955, sollicité par moi, vous a imposé le catenaccio. J'ai été le centre, le moteur de la nouvelle version, celui qui a fourni à l'Inter des coupes, des championnats, des titres internationaux. Plus précisément, 3 couronnes d'Italie en 63, 65 et 66, 2 d'Europe et du monde en 64 et 65, sans oublier une autre finale de C1 en 1967. 2 deuxièmes et une 3e place en Serie A, le tout en 7 saisons seulement. Les joueurs de l'Inter, eux, ont une 3e variante, racontée en 2010 au quotidien espagnol AS par le virtuose Sandro Mazzola. Le match suivant, la défaite à Padoue, l'Inter a marqué le premier but et Pichi, qui était numéro 2, a dit à Costanzo Balleri « Maintenant tu te mets libéraux derrière la défense, je ne veux pas perdre un autre match ». Une hypothèse d'autant plus plausible qu'Herrera n'était pas du genre à changer de stratégie après le coup d'envoi. Il ne l'a d'ailleurs fait dans aucune des 7 rencontres intégralement disponibles en ligne, dont 3 défaites. La vision du technicien était simple. Si ses joueurs étaient en difficulté dans le plan élaboré toute la semaine, pourquoi s'en sortirait-il mieux avec une manœuvre improvisée? Mais les plus taquins mettaient en avant une autre explication. Helenio Herrera était myope et ne voyait pas beaucoup plus loin que la ligne de touche devant lui. Et s'il était trop fier pour se résigner à porter des lunettes, il ne l'était pas au point de renoncer à une méthode gagnante. Herrera a compris qu'en Italie, il était nécessaire de jouer ainsi, conclut Mazzola. Après tout, comme le franco-argentin l'a dit lui-même dans une interview en 1994, un entraîneur se divertit quand il gagne. Tant pis si cela donnait raison à Gianni Brera, qui l'avait interpellé sur la nécessité de perpétuer un schéma de jeu spécifique au football italien, s'articulant autour du catenaccio rendu inévitable par le déficit physique et athlétique des joueurs transalpins, comme il le raconte dans son histoire critique du football italien en 1975. Et tant pis de même si cela impliquait de remiser son 4-2-4 au placard. Pourtant, c'est avec ce système qu'il avait tapé dans l'œil du président Moratti, richissime industriel du pétrole, en mettant fin à l'hégémonie du Real Madrid en Espagne. 2 saisons au Barça, de 1958 à 1960. Un bilan statistique seulement battu par Luis Enrique parmi les entraîneurs ayant dirigé plus de 50 rencontres sur le banc Blaugrana. 75,5% de victoires contre 76,2%. Pep Guardiola en compte 72,5%. Et 2 consécrations dans un style ultra-offensif. 182 buts en 60 matchs. Pour le
dernier Classico d'Herrera au Camp Nou en mars 1960, les Barcelonais et leur défense à 4 à plat surclassent ainsi les Merengues 3-1 avec un jeu résolument porté vers l'avant. Sur l'ouverture du score de Sandor Kocsis, 4 Catalans étaient présents dans la surface à la retombée du ballon. Une situation qui deviendra bien plus rare à l'Inter et notamment lors des grands rendez-vous européens. Auparavant, Helenio Herrera avait déjà été doublement couronné avec l'Atlético en 50 et 51, avant de jouer les premiers rôles avec le FC Séville. Dans les chiffres, ces équipes ne sont passées sous la barre des 2 buts par match en Espagne que lors de sa pige en fin de saison 1952-1953 à Malaga, qu'il n'a pu sauver de la relégation, et pour son premier exercice sévillan. À titre de comparaison, son Inter n'a dépassé qu'une saison sur 8 ans ce cap des 2 buts par match lors de la première. Pour autant, le journaliste anglais Brian Glanville avait déjà qualifié de football négatif le jeu du Barça d'Herrera après un affrontement européen contre Wolverhampton. Ne manquait peut-être qu'un déclic pour définitivement basculer du côté obscur. Grand principe et controverse. Si Helenio Herrera prétendait avoir inventé le catenaccio, il est plutôt celui qui l'a porté jusqu'au sommet les plus hauts de la manière la plus consistante et en a fait la meilleure publicité. Mais les vrais pionniers étaient ailleurs. Nereo Rocco avec la Triestina, Giuseppe Vanni avec la Salernitana, ces entraîneurs avaient trouvé une formule efficace qui se révéla capable de relancer le mouvement italien, explique Gigi Garanzini, auteur d'une biographie de Nereo Rocco dans une interview au Monde en 2012. Il s'agissait de faire reculer un milieu ou un attaquant derrière la défense. C'est ainsi que le rôle de libéraux fut inventé, et avec lui la tactique du catenaccio. Rocco, deuxième avec la modeste Triestina en 1948, champion d'Italie 1962 et d'Europe 1963 avec le Milan, dont le directeur sportif n'était autre que Giuseppe Viani. Il enjoignait ses joueurs, dont son défenseur Cesare Maldini, à tirer dans tout ce qui bouge et si c'est le ballon, c'est encore mieux. Si Helenio Herrera était le missionnaire du catenaccio, Nereo Rocco en était le dieu, écrit John Foote dans Winning at All Cost, qui retrace l'histoire du football italien. 10 ans plus tôt déjà, le français Robert Accard avait mis en place le béton au stade français. L'Autrichien Karl Rappan avait quant à lui emmené les Helvètes jusqu'en quart de finale du mondial 1938 en enlevant un attaquant à sa sélection suisse pour ajouter un joueur en couverture, battant notamment l'Allemagne au passage. Le fameux verrou suisse dans une sorte de 4-3-3 avec un libéro. Le football suisse était par bien des aspects dans un terrible état d'infériorité par rapport à ses voisins, expliqua Rappan dans France Football. J'étais certain que ma tactique nous rendrait moins dépendants de la qualité des individualités. Karl von Clausewitz étant la source favorite pour auteur de récits footballistiques en quête d'analogie militaire, convoquons-le une fois de plus. La forme défensive de guerre est en soi plus forte que l'offensive, nous enseigne-t-il dans De la guerre. La défense dicte ses lois à la guerre, estime-t-il, ajoutant qu'il est plus aisé de conserver que d'acquérir. Le catenaccio d'Herrera a été conçu dans cet état d'esprit. Lui qui disait, cité dans le hors-série de SoFoot consacré à la tactique, avec un score initial de 0-0 et grâce aux règles, on entre sur le terrain avec un point et sur un pied d'égalité. L'important c'est de ne pas le perdre. Le catenaccio ce n'est donc pas qu'un état de fait tactique, des pions sur un tableau noir, mais aussi un état d'esprit inversé par rapport à celui de la Hongrie de Gustav Sebeş. La priorité n'est pas de marquer plus de buts que l'adversaire, mais d'en encaisser moins ou au pire aussi peu que lui. La nuance est significative. Si, au début de la saison 1963, le président Moratti annonce dans un reportage de la télévision italienne vouloir remporter le championnat de la sympathie, cette approche va faire de l'Inter l'équipe réprouvée du football européen et d'Helenio Herrera une sorte de Dark Vador haï de tous, sauf des tifosi nerazzurri qui l'idolâtraient. Le catenaccio est jugé compréhensible et acceptable pour de petites équipes cherchant à atténuer leur infériorité, mais il devient illégitime pour un club de la stature de l'Inter. Une critique qui se dessine entre les lignes des propos d'Arrigo Sacchi dans Inverting the Pyramid. Pour moi, la grande Inter avait de grands joueurs, mais c'était une équipe qui n'avait qu'un seul objectif, gagner. Sous-entendu, il manquait la manière pour faire de cette compilation de grands joueurs une grande équipe. Herrera était un grand tacticien, mais il était bloqué dans son catenaccio, ajoute Sir Alex Ferguson dans l'ouvrage Secret Coach. Attaque sécurité, comme il disait, avec 7 joueurs derrière le ballon. Débat éternel sur l'existence supposée d'une bonne façon de jouer, supérieure par essence aux autres, suivant des canons subjectifs définis par des ayatollahs de l'esthétisme. À cette controverse sur le beau, la principale défense des acteurs eux-mêmes porte d'ailleurs sur un sentiment d'incompréhension, de décalage entre l'image laissée dans l'imaginaire collectif et la réalité du terrain. Helenio Herrera, 2 points. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui m'ont copié m'ont mal copié. Ils ont oublié d'inclure les principes offensifs que mon catenaccio comportait. Sandro Mazzola à FIFA.com. Quand j'entends que l'Inter jouait le catenaccio, je me dois de dire qu'on a joué 6 matchs avec le catenaccio en Europe et 40 matchs avec du football offensif.
Je me souviens de mes coéquipiers Pichi et Guarneri, deux défenseurs centraux qui, à domicile à San Siro, pouvaient passer 60 minutes à regarder dans les tribunes pour essayer de repérer une jolie fille avec qui sortir le soir, parce que l'adversaire ne jouait que dans son camp. Mais ensuite, quand on jouait à l'étranger, et je pense que c'était une erreur, on ne se sentait pas très à l'aise et sûr et on restait plus bas. C'est vrai qu'on a parfois employé un système très défensif à l'extérieur, mais on jouait régulièrement en 4-2-4 et tout le monde travaillait très dur. Les chiffres tendent à lui donner raison. L'Inter d'Herrera, ayant systématiquement fait partie des 3 meilleures attaques de la botte, sans nuire à une défense à l'imperméabilité impressionnante. Moins d'un but encaissé par match, 5 saisons sur 8. Le slogan « Défense pas plus de 30 buts, attaque plus de 100 buts », placardé sur un mur du vestiaire Nerazzurro, était pris très au sérieux, même si le double objectif n'a jamais été atteint. Pour autant, le temps de la découverte passé, le visionnage des matchs de l'Inter est assez laborieux, et pas seulement en raison de la qualité plus qu'inégale des images de l'époque. On est en effet loin des envolées collectives de la Hongrie de Sébès ou de la déferlante offensive du Brésil de Pelé. Mais il y a du beau aussi pour ce qui est prêt à le voir. Dans un tacle engagé de Burgnitz, un marquage à la culotte de Guarneri, une couverture avisée de Pichi, une ouverture millimétrée de Suarez, un extérieur du pied dosé de Corso, un crochet court de Mazzola et un rush puissant de Jai. Dans les chiffres, à mesure que le catenaccio d'Herrera se peaufinait et que les recrues le renforçaient, la défense devenait de plus en plus intraitable. De 45% de matchs sans encaisser de but en 60-61 à 67% 3 ans plus tard. Garant de la solidité défensive, le libéro assurait une supériorité numérique permanente face aux attaquants adverses. Une petite révolution à l'époque du marquage individuel généralisé, où l'égalité numérique était généralement la norme. Le fruit de la symétrie parfaite des systèmes opposés, même si les défenses à 4 à plat commençaient à se répandre dans le sillage du triomphe du 4-2-4 brésilien en 1958, et avec elle, une approche plus orientée sur la zone que sur l'homme. Helenio Herrera avait en tout cas un avis bien tranché. En atteste cette réponse cinglante sur la défense en ligne et le piège du hors-jeu dans Football Magazine en décembre 1966, cité dans Football à la française de Thibault Leplat. C'est un suicide. Cette tactique basée sur l'interprétation d'une réglementation est inévitablement vouée à la faillite la plus totale. Elle ne demeure d'ailleurs le fait que de quelques idéalistes forcenés. On ne peut atteindre le sommet en compétition en jouant ainsi. Vous pouvez, tout comme moi, trouver 10 exemples à l'appui de cette thèse. Le football professionnel n'est pas un jeu de jeudi. C'est un sport où l'efficacité est reine. Tout le reste n'est que fausse littérature à l'usage des poètes. Oublier son propre 4-2-4 barcelonais et ses débuts milanais dans le même système. Et tant pis s'il sera surclassé par un Celtic Glasgow en 4-4-2 à plat quelques mois plus tard pour sa dernière finale de C1. En italien, libero signifie libre. Libre de tout marquage donc. Le libero ne se déplace pas en fonction de l'adversaire mais suivant 2 facteurs. Le ballon, son propre but. Il doit systématiquement se trouver entre les deux, avec en prime un rôle de couverture du reste de la défense pour intervenir si un coéquipier est éliminé. La distance d'intervention est une notion cruciale, comme elle l'est aussi dans les défenses en zone intégrale, qui ne peuvent faire l'économie d'une prise en compte à minima des joueurs adverses. Elle conduit parfois le libéro à évoluer très en retrait pour couvrir la profondeur. À l'Inter, c'est Armando Pichi, arrivé en même temps qu'Helenio Herrera et rapidement reconverti de son poste de latéral droit, qui a incarné ce rôle à la perfection. Le Livournais était un parfait mélange de puissance, de lecture du jeu et de fiabilité, toujours impeccable dans ses interventions et irréprochable dans les grands matchs. Un directeur défensif pour le journaliste Gianni Brera, l'entraîneur sur le terrain de cette équipe pour son coéquipier Mario Corso, interrogé dans un documentaire sur ses glorieuses années interistes. Guarneri et moi, on jouait sur le dos de notre adversaire direct. On devait le suivre partout, alors que Pichi était derrière et avait pour occupation de rattraper nos erreurs. Se souvient dans SoFoot Tarcisio Burgnitz, membre d'un trio aussi redoutable que le Barzali, Bonucci, Chiellini de la Juventus 50 ans plus tard. Si on laissait filer un joueur, il était là pour s'en occuper. Mais Pichi ne montait pas du tout comme Beckenbauer à l'époque. Il parlait beaucoup sur le terrain. Il avait une vraie personnalité et cette capacité à donner envie de partir au combat. Mais il ne dépassait pas la ligne des défenseurs. Je me souviens bien des discours d'Herrera. Toi, t'es défenseur. Ton objectif, c'est de ne pas faire marquer les adversaires. Aucune erreur. Pichi, c'était le défenseur des défenseurs. Où l'on comprend alors que la liberté du libéro à l'époque n'était qu'illusoire. En réalité, Pichi évoluait dans un registre extrêmement restreint. Son champ d'action se limitait à son propre camp au sens large, et le plus souvent simplement aux 30 mètres devant ses buts. Son jeu de passe se résumait à 90% à de longs ballons loin devant. Il fut le dernier grand libéro exclusivement défensif. 2 ans après son départ de Milan pour Varese en 1967, un certain Franz Beckenbauer remportait son premier titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. L'Allemand allait ajouter une dimension offensive au jeu du libéro et l'affranchir de son carcan défensif.
Mais dans l'Inter d'Herrera, à une exception près, un défenseur ne doit faire qu'une chose, défendre. On ne pouvait pas sortir de nos rôles, à part Facchetti qui jouait sur toute la largeur et qui faisait ce qu'il voulait, confirme Tarcisio Burnic. Moi, je jouais défenseur central droit à l'époque. J'étais ce qu'on appelait un marqueur. Mon rôle, c'était de défendre en individuel sur mon adversaire direct de la soirée. Je dis toujours que l'attaquant est un fantaisiste que le défenseur doit annuler. À l'époque, le défenseur avait vraiment un second rôle. Il bougeait seulement en fonction de son attaquant. Eux, ils faisaient. Et nous, on les empêchait de faire. À l'Udinese, où il a été formé, Luigi Comuzzi, l'entraîneur, me disait toujours « Avec un œil et demi, tu regardes l'homme et avec l'autre moitié de l'œil, tu surveilles le ballon. » Il n'y avait pas qu'Herrera qui pensait comme ça. Ce marquage individuel n'accordait pas de dérogation, surtout pas en finale de C1, comme contre le Benfica en 1965. On défend un corner, se souvient Tarcisio Burnic dans SoFoot. Moi, je devais marquer Simoes, ailier gauche portugais. Sauf qu'à un moment, il sort de la surface. Et là, je crie à Guarneri, plus proche de lui, que je prends en charge Zebi. Il tire le corner. Simoes nous contourne et passe à quelques centimètres de marquer. À la mi-temps, il Mago vient me voir pour me demander ce qui s'est passé et m'explique. Qu'est-ce que Simoes est en train de faire là? Même s'il est aux toilettes, t'es censé être devant lui. Si à l'époque l'Inter n'évoluait pas en WM, son jeu restait extrêmement séquencé. Les attaquants attaquaient, les défenseurs défendaient. Seule exception, évoquée par Burnic, Jacinto Facchetti côté gauche, un enfant du club, l'un des premiers grands arrières latéraux offensifs avec le Brésilien Nilton Santos. Un fluidificante en Italie, d'abord difficilement accepté. Il sortait des sentiers battus et ça n'était pas apprécié par tout le monde, remarque Arrigo Sacchi. Le défenseur devait défendre en Italie, et non pas également attaquer. Son mètre 88 détonnait et détonne encore dans l'univers des arrières gauches. Autre particularité, il était droitier. Un latéral gauche en faux pied avec une vocation offensive, comme le sera Ruud Krol avec l'Ajax la décennie suivante. Après avoir travaillé pendant des mois à son pied gauche. Avec Facchetti, c'est l'ailier d'en face qui était confiné au marquage, s'amusait Helenio Herrera. On le retrouvait ainsi régulièrement dans la surface à la retombée des centres, mais aussi en position d'avant-centre à la conclusion d'actions construites. Frappe puissante, sens du but, flair qui lui a permis de marquer nombreux de buts en reprenant des coups francs mal repoussés par le gardien adverse. Facchetti avait tous les outils d'un avant-centre, comme si Robert Lewandowski jouait arrière gauche, au point d'inscrire 12 réalisations toutes compétitions confondues en 1965-66, dont 10 en Série A. Il avait un physique exceptionnel qui dégageait de la puissance et une élégante foulée de sprinter de 400 mètres, se souvient Mario Corso dans le documentaire La Grande Storia dell'Inter. Il était un peu faible en phase défensive, il souffrait un peu face aux ailiers et leurs dribbles, mais grâce à sa taille, il était très efficace pour défendre dans les airs sur les ballons qui venaient dans la surface. Il était incroyable quand il s'envolait vers le but adverse. Il allongeait sa foulée et devenait injouable. Il était un attaquant supplémentaire. Avec sa qualité de frappe en pleine course ou son jeu de tête, il a débloqué plus d'un match. Cela avait d'ailleurs interpellé le journaliste Gianni Brera. Facchetti est un grand avant-centre en puissance, pourquoi devrait-il être un latéral? Moratti me disait, si vous ne l'aviez pas écrit, Herrera en aurait fait un très grand avant-centre, mais il ne peut pas recevoir d'idée d'un journaliste. Cette innovation, au-delà de la révolution qu'elle impliquait pour le poste en lui-même, a servi aussi d'argument à Helenio Herrera pour écarter les accusations de football négatif. Comment pouvait-il être un entraîneur défensif, lui qui permettait à l'un de ses arrières d'attaquer comme personne avant lui? Ceux qui m'ont imité ont interdit à leurs défenseurs de le faire, et ils se sont servis du catenaccio comme d'un système défensif, regrettait-il. Alors, méprise sur la marchandise, cette défense résiste mal à l'épreuve des images. Un cran plus haut, les rôles des milieux étaient clairement définis. Le numéro 4, Carlo Tagnin, puis Gianfranco Bedin, était exclusivement dédié au marquage du créateur ou de l'attaquant en retrait adverse. Luis Suarez, qui était le regista, l'organisateur devant la défense, déjà crucial pour le Barça d'Herrera, est arrivé à Milan 1 an après son coach. Tel un Andrea Pirlo au crâne dégarni, le Ballon d'Or 1960 régalé par de longues ouvertures vers les attaquants. Mario Corso complétait le trio, libre de se déplacer où bon lui semblait. Ancien ailier gauche, il n'avait ni la vitesse ni la vivacité pour briller au plus haut niveau dans un couloir. Il pouvait en revanche mieux exprimer sa technique fine plus bas et recentrée, en appui de Suarez. Corso semblait parfois être un ovni dans cet Inter au jeu ultra direct, lui qui jouait à un rythme plus lent, plus réfléchi, car plus inventif. Devant, Sandro Mazzola, fils de Valentino, le leader du Grande Torino, décimé lors du drame de Superga en 1949, évolue en mezzapunta. Technique, vivacité, dribble court, déplacement sur la largeur et dans le dos des milieux adverses, seul en soutien de l'avant-centre. D'abord le costaud Milani, puis les véloces Joaquín Peiro, recruté à l'Atlético de Madrid mais cantonné au match européen en raison de la législation du championnat italien, limitant à 2 le nombre d'étrangers sur le terrain, Suarez et Jair, Renato Capellini ou Angelo Domenghini.
Côté droit, le puissant Jair au dos voûté, remplaçant de Garrincha aux jambes arquées en Seleção. Il multipliait les rushs, parfois brouillons, souvent la tête dans le guidon, mais régulièrement décisifs. Un mix entre les chevauchées saignantes de Kader Keita sous Claude Puel à Lille, les remontées de balles aussi salvatrices qu'isolées de l'ailier formé au Barça Adama Traoré et les percussions de Douglas Costa. En résumé, une sorte de Moussa Sissoko plus technique. Herrera, lui, martelait à ses défenseurs 3 mots. Mélange d'espagnol et d'italien. Taca la balle. Attaquer le ballon. Ne pas laisser le porteur manœuvrer, l'étouffer dès la prise de balle. Si aujourd'hui certains déploient cette attitude dans un pressing tout-terrain à visée offensive, à l'Inter, cela ne s'exerçait dans les grands matchs que dans son propre camp, voire dans ses propres 30 mètres. Question de hauteur de bloc défensif. Il reculait, plus l'adversaire était renommé et l'enjeu grand. Une manière assumée de dicter les conditions de jeu. Réduction de l'espace d'expression pour l'adversaire au minimum par une surpopulation défensive dans une zone restreinte. Limitation du temps laissé au porteur de balle à l'approche des buts. Quand, pour les adeptes du jeu de possession, avoir le ballon et l'assurance de contrôler le match, son rythme, son scénario, le catenaccio inverse la donne. La domination est acceptée car apprivoisée. Celui qui n'a pas le ballon décide du rythme, qu'il casse à sa guise via des fautes tactiques ou des gestes discrets d'anti-jeu, comme pousser un peu le ballon pour l'éloigner après un coup franc concédé. La puissante arrière-garde milanaise et son surnombre permanent étaient un calvaire pour les adversaires, qui n'avaient pas à l'époque les clés collectives pour forcer le verrou. Fermer les espaces d'un côté sans ouvrir de l'autre, dans le dos de l'opposant aspiré. Créer des espaces libres, enseignait Herrera, qui sonneraient presque comme Johan Cruyff. Dans le football comme dans la vie, dans la peinture, dans la musique, les espaces vides et les silences sont aussi importants que ceux qui sont occupés, à condition d'avoir les armes pour en profiter. L'Inter les avait dans la tête comme dans les jambes. Le catenaccio d'Herrera allait de pair avec son principe offensif majeur, le contropiede, littéralement le contre-pied, plus précisément la contre-attaque. Un jeu direct, d'un Pichi souvent libre pour relancer en raison de son rôle de libéraux, ou d'un Suarez toujours inspiré pour exploiter les espaces laissés par l'adversaire. En attaque, tous les joueurs savaient ce que je voulais. Un football vertical à grande vitesse avec 3 passes maximum pour arriver dans la surface adverse. Le dribble est quasiment proscrit. Le ballon se déplace toujours plus vite s'il n'y a pas de joueur derrière lui. Si tu perds le ballon en jouant verticalement, ce n'est pas un problème. Mais si tu le perds latéralement, tu le paies avec un but. Un long ballon de vent permet à la majorité des joueurs de rester entre lui et leur but, quitte à avoir beaucoup de déchets. Charge à Mazzola, Jair et l'avancante du jour d'en tirer quelque chose. Herrera exigeait une intensité maximale. Penser vite, agir vite, jouer vite. Seul moyen de contenir les assauts de l'adversaire comme de le surprendre malgré des attaques en sous-nombre. Le tout résumé en quelques mots. Vitesse, puissance, verticalité, technique, organisation, discipline. Sandro Mazzola. Mon Inter avait quelque chose qu'aucune autre équipe n'avait. Nous étions aussi solides que techniques. Une combinaison qui fait de l'Inter une des meilleures équipes de l'histoire. Quand le catenaccio verrouille l'Europe. L'acte de naissance européen de la Grande Inter s'écrit le 27 mai 1964, en finale de ce qui s'appelait alors la Coupe des clubs champions européens contre le Real Madrid. Champion d'Italie pour la première fois depuis 9 ans la saison précédente, les Nerazzurri retrouvent le club dont leur entraîneur a brisé l'hégémonie européenne et nationale sur le banc du Barça. Dernière représentation officielle de l'artiste Di Stefano avec le maillot blanc immaculé comme une transmission de témoins. Cette finale me fait peur parce que notre adversaire madrilène est un habitué de la compétition et des matchs exceptionnels, confie Helenio Herrera avant la rencontre. Je redoute beaucoup le métier des vieux renards Di Stefano et Puskás, et aussi la classe de l'ailier Amancio. Je redoute encore la jeunesse de quelques-uns de mes joueurs, mais je pense que nous finirons par nous imposer grâce à une valeur athlétique plus grande et à un rythme de jeu plus élevé. Jeunesse notamment pour Sandro Mazzola et Giacinto Facchetti, 21 ans tous les deux. Le premier allait se mesurer à son idole. Pour moi, Alfredo Di Stefano était le dieu du football, le joueur que j'admirais plus que tout, a-t-il confié au site UEFA.com. C'est pour ça que cette finale reste la plus importante, parce qu'on jouait contre l'équipe de mes rêves, celle que je regardais à la télé. L'expérimenté Luis Suarez, qui lui aussi avait dompté le Real sous les couleurs blaugrana, ramène le genou sur terre. Tu restes regarder Di Stefano ou tu viens avec nous jouer la finale ? Sandrino fait mieux que ça, il la survole. Sa position sur le papier en retrait d'un avant-centre se rapprochait certes de celle d'un Idet Couti ou d'un Di Stefano, maillon essentiel entre milieu et l'attaque. La nuance, c'est que Mazzola évoluait dans une équipe de contre-attaque au jeu très direct. Il disposait donc de bien moins de temps pour construire les actions et d'un nombre de soutiens réduit, 2 ou 3 maximum dans les grands matchs. Mazzola devait donc être disponible sur tout le front de l'attaque, principalement vers une aile gauche désertée. Au début, je ne savais pas où me situer, je ne comprenais pas, confie-t-il dans le documentaire Taca la Bala.
Mais dans cette finale, il interprète son rôle à la perfection, fuyant la défense merengue par ses déplacements intelligents, engourdissant son garde du corps attitré, Zocco, par ses crochets, son agilité et sa vitesse. À l'époque, il était l'attaquant le plus fort et le plus difficile à marquer pour n'importe quel défenseur, raconte le défunt Giacinto Facchetti dans le documentaire La Grande Storia dell'Inter. Il avait cette vitesse, ses dribbles courts, une superbe conduite de balle. Il avait une grande vision du jeu, une technique hors du commun, ajoute le chef d'orchestre Luis Suarez. Il était un joueur moderne parce qu'il était rapide, agressif. Un tourbillon qui donne de l'air à une Inter qui, si elle garde sciemment la tête sous l'eau, en a bien besoin pour reprendre sa respiration. Pour que les offensives en sous-nombre soient efficaces, il fallait aussi de la puissance, une faculté à faire la différence en 1 contre 1 tout en remontant parfois 60 mètres. Il fallait jaillir et s'échevaucher tout droit dans le couloir, sa foulée allongée après une longue touche de balle pour prendre de vitesse l'arrière gauche qui le marquait, en l'occurrence Pacini. Jeu direct vers Milani et Mazzola en pivot ou dans la profondeur, percé de jaillir. Voilà le plan, sans autre fil conducteur, sans combinaison collective léchée. Si Guarneri ou Tanin se permettaient parfois quelques percées balles au pied, les appels italiens venus de l'arrière étaient pratiquement inexistants. Dans ce schéma de jeu, le déchet est admis, toléré car inévitable. Comme un dribbleur qui ne passe pas toujours, le jeu long a une part d'aléatoire, surtout à l'époque, avec des joueurs qui le maîtrisaient moins bien que leurs successeurs aujourd'hui. Suarez avait certes des allures de Pirlo, mais Pichi n'était pas Bonucci, et de nombreux ballons étaient simplement rendus au Real Madrid. Très offensif en championnat, Giacinto Facchetti limite cette fois ses montées, sauf une, en toute fin de première période. Ça suffit pour faire mouche, après un décalage pour Mazzola aux 20 mètres, qui marque d'une frappe puissante légèrement déviée. La réussite, actrice prépondérante dans le succès d'un Catenaccio. Pour moi, le match était fini. J'avais marqué contre le Real Madrid, confie le buteur, les yeux encore brillants dans un documentaire sur Helenio Herrera. Mais Luis Suarez, encore une fois, vient me dire « Oh, ils peuvent nous en mettre 3 !» Mais une seule équipe en C1, Liverpool en 1965, y est parvenue. Si ce Real avait encore beaucoup à donner, avec un dernier sacre européen pour Puskás en 66, il s'est heurté ce soir-là à un casse-tête insoluble. En limitant les éléments qui se projetaient offensivement, l'Inter maintenait en permanence son assise défensive, toujours un coup d'avance et aucun pressing haut, bien au contraire. Dès le ballon perdu, tout le monde se repliait dans son camp, juste devant sa surface. Aucune pression exercée sur l'adversaire avant les 30 derniers mètres. Ce soir-là, Zocco ou Santa Maria peuvent ainsi remonter tranquillement le terrain, mais se heurtent ensuite à la densité et à l'impact des défenseurs italiens. En couverture, Armando Pichi bougeait avec le ballon et guettait la moindre brèche à combler, la moindre couverture à assurer. Toujours juste dans sa lecture du jeu, robuste dans les duels et impeccable dans l'exécution de ses gestes défensifs, sans jamais se jeter. Un mauvais souvenir pour Alfredo Di Stefano, cité dans Fear and Loathing in the Liga de Sid Lowe. Il était l'un de ces libéraux qui jouaient si bas que s'il y avait un peu de brouillard et que vous pensiez avoir passé tous les défenseurs, l'un d'entre eux apparaîtrait. D'où vient ce gars? Est-ce qu'il joue à 12 ou quoi? Face au 4-2-4 du Real, avec Fello légèrement en retraite Puskás et Di Stefano clairement dans l'entrejeu, aux côtés de l'international français Lucien Muller, ex-Reims, les Nerazzurri appliquent leur marquage individuel extrêmement strict et jusqu'au boutiste. Facchetti et Bourgnis suivent respectivement Amancio et Gento jusque dans l'axe, tandis que Carlos Tanin ne lâche pas d'une semelle Alfredo Di Stefano et son numéro 9. Herrera me faisait toujours marquer l'homme le plus avancé, se souvient Aristide Guarneri. Di Stefano avait le numéro 9, mais il était Mezzala, milieu relayeur, comme on dit maintenant. C'est Tanin qui marquait Di Stefano. Tanin ne l'a pas lâché toute la partie, s'amuse Luis Suarez. Il me disait en espagnol, mais vous l'avez trouvé où celui-là? À un moment, il est allé faire une touche et Tanin l'a suivi. Il était désespéré. L'attaquant de l'AS Monaco, Yvon Douis, avait été soumis au même traitement en 8e de finale, à l'issue duquel il avait soufflé dépité. Si chaque semaine je devais jouer contre des Tanin, je préférerais abandonner le football. Il fallait une sacrée force mentale et une discipline de fer pour maintenir ce marquage à la culotte et cet impact pendant toute une rencontre, phase défensive après phase défensive, sous une pression constante. Pourtant, l'Inter dégageait une sérénité déconcertante sous les vagues madrilènes. Le Real butait sans cesse et repartait du milieu de terrain pour buter encore. Sur le plan tactique, Herrera a donné des consignes impérieuses et il a tout deviné, admira à l'époque le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Gualtiero Zanetti. L'Inter avait 2 objectifs précis, bloquer les hommes les plus prestigieux du Real et contenir la suprématie adverse certaine grâce à une plateforme de jeu trop testée pour décevoir aujourd'hui. Les 2 objectifs ont été remplis, parce que Di Stefano et Puskás ont été annihilés par Tanin et Guarneri, et parce que la défense a merveilleusement tenu le choc face aux Espagnols. L'Inter, au jeu offensif beaucoup plus minimaliste, profitait aussi à plein des erreurs de défense adverse sans filet. Illustration avec la faute de main de Vincente sur un tir de Milani, après un décalage de Mazzola pour le 2-0, et l'erreur technique de Santa Maria exploitée par Mazzola pour le 3-1.
Le Real ne réduit l'écart que sur corner, illustration de son impuissance dans le jeu devant une machine défensive si finement huilée. Un match brillamment mené s'enthousiasme le commentateur italien de l'époque. Sandro Mazzola repart avec le ballon du match. Armando Picci reçoit la coupe et le président Moratti est porté en triomphe par ses joueurs. Dans cette victoire synonyme de consécration européenne, on retrouve tous les ingrédients du catenaccio. La solidité, le jeu direct, l'efficacité ou la réussite, question de point de vue, et l'exploitation des défaillances adverses. Les Italiens ne peuvent pas nous battre, mais on peut perdre contre eux, résumait Johan Cruyff. Le titre de France Football, quelques jours après la finale, révèle que le débat philosophique et stylistique était déjà en cours dans les années 60. Les robots d'Herrera chassent le romantisme. En Serie A, il faut le reconnaître, l'Inter offrait un visage un peu plus expansif. Le longiligne Mario Corso, chaussettes baissées et pied gauche de velours, avait plus de latitude pour exprimer sa technique délicate. Luis Suarez se projetait plus. Son action préférée, outre ses ouvertures et ses frappes surpuissantes aux 20 mètres, comme sa demi-volée pleine lucarne face à la Roma en 1966, percussion axe gauche, crochet et feinte de frappe pour repitcher intérieur. Le ballon enveloppé, petit filet opposé. Thierry Henry n'a rien inventé. L'AC Milan en a fait les frais dans le derby en avril 1967, 4-0. Après l'Italie et l'Europe, l'Inter s'est attaqué au monde avec la Coupe intercontinentale. Un duel accroché face aux Argentins d'Independiente. En Serie A, il faut le reconnaître, l'Inter offrait un visage un peu plus expansif. Le longiligne Mario Corso, chaussettes baissées et pied gauche de velours, avait plus de latitude pour exprimer sa technique délicate. Luis Suarez se projetait plus. Son action préférée, outre ses ouvertures et ses frappes surpuissantes aux 20 mètres, comme sa demi-volée pleine lucarne face à la Roma en 1966, percussion axe gauche, crochet et feinte de frappe pour repiquer intérieur, ballon enveloppé, petit filet opposé. Thierry Henry n'a rien inventé. L'AC Milan en fait les frais dans le derby en avril 1967, 4-0. Après l'Italie et l'Europe, l'Inter s'est attaqué au monde avec la Coupe intercontinentale. Un duel accroché face aux Argentins d'Independiente, départagé par un match d'appui à Madrid dans un stade Santiago Bernabéu désintéressé. 25 000 spectateurs à peine, et décidé sur une attaque rapide dévastatrice en 3 passes, conclue d'une volée rasante par Mario Corso. Gagner, peu importe la manière. Pour autant, même à son apogée, le mur interiste s'est parfois fissuré. Rarement autant que le 4 mai 1965 à Liverpool, en demi-finale allée de la Coupe des clubs champions européens. Le public ne marque pas de but, avait lancé laconiquement Herrera avant le match. Il a peut-être révisé son jugement quand il a vu le COP d'Anfield plein à craquer 1h30 avant le coup d'envoi, quand il a entendu la clameur pour la présentation du public de la première FA Cup de l'histoire des Reds, remportée après une prolongation contre le Leeds de Don Revie, 2-1, et quand il a vu un Roger Hunt galvanisé ouvrir le score dès la 4e minute sur un centre parfait de Ian Callaghan. Au catenaccio milanais, le Liverpool de Bill Shankly opposait un 4-4-2 au jeu dynamique majoritairement au sol, le fameux pass and move. Derrière, la défense évoluait en zone. Tommy Smith, milieu de terrain reconverti défenseur central plus tôt dans la saison, n'hésitait pas à s'avancer dans l'entrejeu pour participer à la construction, numéro 10 sur le dos. Les latéraux étaient encouragés à se porter vers l'avant, surtout Chris Lawler côté gauche. C'était alors les prémices du Liverpool dominant en Europe des décennies suivantes, dans un football anglais qui grimperait sur le toit du monde en 1966 avec le même 4-4-2. Mais le catenaccio interiste n'autorisait aucune approximation à son adversaire, et surtout pas un contrôle cafouillé par le défenseur central Ron Yeats. Au bout de l'action, Mazzola conclut pleine lucarne. Il y a eu un temps en première période après l'égalisation de l'Inter où il semblait bien que l'équipe italienne mènerait à bien sa stratégie habituelle d'éviter la défaite lorsqu'elle joue le match aller à l'extérieur, écrira le lendemain le journaliste du Guardian David Lacey. Dès que Liverpool se déployait en attaque, les Italiens adoptaient rapidement leur modèle familier de repli défensif que seul le football le plus précis pouvait mettre en morceaux. Comme une combinaison parfaitement huilée sur un coup franc excentré, axe droit, conclu par Callaghan. Le 3e but logique de Jan St. John promet la finale aux Reds. Le COP accompagne les dernières minutes en entonnant When the Reds Go Marching In et un chambreur Go Back to Italy sur l'air de Santa Lucia. Ils ont joué de manière splendide, ils nous ont agressés, et ils ne nous ont pas laissé respirer, se souvient Luis Suarez dans le documentaire sur l'histoire de l'Inter. Leurs joueurs ont dicté le jeu, et on a été contraints de suivre, admet Helenio Herrera dans le Daily Post le lendemain. Pour la première fois dans un match de coupe, mon équipe n'a pas réagi face à l'opposition. Avant d'enchaîner avec une révision toute personnelle des buts, le premier but de Liverpool était très joli, même si quelque peu chanceux, le deuxième était évitable, et le troisième a été marqué alors que 2 joueurs de Liverpool étaient hors jeu. Du José Mourinho tout craché 40 ans plus tôt.
De son côté, le Corriere della Sera met en avant l'approche offensive de Liverpool. C'était un miracle, le triomphe du football athlétique, du football joué pour gagner, du football dans lequel toutes les énergies étaient concentrées vers le but adverse. Le football joué de cette manière appartient à tous. Tout le monde voudrait le voir jouer de la sorte. Difficile de ne pas y voir une critique à peine déguisée au style Nerazzurro. On joue notre propre jeu à domicile, mais à l'extérieur c'est différent, tempère Bill Shankly. Ces espaces ouverts que l'Inter a trouvés avec de longs ballons ne se reproduiront peut-être pas. La une du Daily Express, elle, sonne comme un défi. Bassa maintenant, Herrera. Message reçu 8 jours plus tard avec une inventivité particulièrement soignée. Un coup franc direct de Mario Corso à la suite d'une faute peu évidente, puis un ballon dérobé par Joaquin Peiro au gardien anglais Tommy Lawrence qui le faisait rebondir dans sa surface. Ce but était une honte, s'indignera Bill Shankly. Les protestations agressives et tactiles des joueurs de Liverpool autour de l'arbitre feraient pâlir Tony Chaperon. Un entraîneur d'un grand club ne doit avoir qu'un but, gagner le championnat, gagner toutes les compétitions, répétait Helenio Herrera. Et peu importe la manière, le vice est inhérent au catenaccio dès lors qu'il s'inscrit par essence dans une logique de destruction du jeu adverse et limite ses créations offensives. Giacinto Facchetti, en position d'avancante, porte le coup de grâce de manière incontestable cette fois, à la suite d'un jeu vertical, couronnant une nouvelle prestation défensive remarquable de l'Inter. La défense italienne a marqué St. John, Hunt et Thompson en particulier avec une proximité qui n'aurait pu être dépassée, analysa Horazietz dans le Daily Post le lendemain. Ils n'ont jamais eu un mètre de liberté, si bien que quand Stevenson et Smith furent capables de trouver des espaces, il ne leur restait que peu de choix. Ils devaient faire confiance aux attaquants de Liverpool pour battre une défense rassemblée ou tenter des tirs de loin. Si, pour la Gazzetta dello Sport, le jeu a été joué à un rythme rarissime, hystérique, toujours en mouvement, Bill Shankly était bien moins enthousiaste dans son autobiographie My Story. Il n'y a eu aucune joie dans le match à San Siro. Le public était vraiment hostile, l'Inter nous a battus 3-0, mais même leurs joueurs n'ont pas apprécié le match, et nous estimions que 2 débuts n'étaient pas valables. Mais ces faits de jeu sont aujourd'hui oubliés, détails effacés de l'histoire. Le catenaccio ne vit qu'à travers les lignes de palmarès qui estompent le chemin emprunté. Qui se souvient aujourd'hui que la finale de cette Coupe des clubs champions européens 1965 s'est jouée à San Siro, sur un terrain inondé à la limite du praticable. Ce n'était pas un terrain de foot, reconnaît volontiers Sandro Mazzola. Une aubaine pour le jeu minimaliste, direct et neutralisateur d'un Inter replié comme de coutume. Un préjudice insurmontable pour le Benfica et son jeu de possession patient, technique au sol, dans un 4-2-4 avec permutation et course croisée, habituellement impulsé par le génial Eusebio. Le numéro 10 portugais, lauréat du Ballon d'Or quelques mois plus tard, avait été particulièrement ciblé par Helenio Herrera dans sa causerie. Avant la finale, il nous a convaincus que Eusebio, qui avait marqué plus de 700 buts, était une pipe, rigole Mazzola. Gianfranco Bedin l'a complètement neutralisé, bien aidé par cette pelouse qui freinait chaque passe, chaque conduite de balle et amortissait chaque rebond, qui compliquait aussi le travail des gardiens. Sur le seul but du match, Costa Pereira n'a pas su maîtriser le tir rasant de Jair à la concrétisation d'un jeu long entre les lignes pour Mazzola. Une erreur individuelle adverse, encore, sorte de gimmick des succès européens de l'Inter. Des Italiens plus dangereux que les Portugais grâce à leur jeu ultra direct, mais incapables de cadrer le moindre tir après la blessure du portier benfiquiste en seconde période, remplacé par le défenseur central Germano, les changements en cours de match n'ayant pas encore été introduits. Comme en 1964, l'Inter réalise le triplé Serie A C1 Coupe intercontinentale en prenant de nouveau le dessus sur l'Independente. Ce sera l'avant-dernier titre d'Helenio Herrera avec les Nerazzurri, acquis notamment grâce à un convaincant 3-0 à l'aller à Milan. Sandro Mazzola a survolé la rencontre, couronné d'un spectaculaire ciseau pour le but du 2-0 après avoir déjà ouvert le score. On a pu gagner grâce à 3 buts en contre-attaque, se satisfait Helenio Herrera après le match. Ils vont devoir attaquer pour essayer de remporter le championnat du monde, mais on sera prêt. Un 0-0 minimaliste au retour et l'affaire est pliée. Je voudrais m'excuser auprès des spectateurs, assume le capitaine Armando Picci. On n'a pas pu proposer un beau spectacle du point de vue technique, mais ça a été un beau spectacle du point de vue de la lutte de cette équipe jusqu'à la dernière minute. Des regrets de façade vite noyés dans les célébrations d'un 6e trophée en 3 ans. Le tyran et le pionnier. On ne peut décortiquer le tacticien Helenio Herrera sans évoquer sa personnalité et sa méthode. Les trois vont ensemble, se renforcent respectivement et font du franco-argentin l'un des entraîneurs les plus influents de l'histoire. Nombre de ces aphorismes, dont certains étaient accrochés sur les murs du vestiaire interiste, sont passés à la postérité. Se battre ou jouer ? Se battre et jouer. Celui qui joue pour lui joue pour l'adversaire. Celui qui joue pour l'équipe joue pour lui-même. Une équipe, une famille. Intelligence et plaisir du travail, voilà le secret du succès. Celui qui ne donne pas tout ne donne rien. Classe plus préparation, athlétisme plus intelligence égale scudetto.
Ces petites pancartes étaient folkloriques, mais quand on s'est rendu compte que, en suivant ces slogans, les résultats arrivaient, on a commencé à y croire, confie Mario Corso à SoFoot. Pour mieux comprendre la méthode de celui qui était surnommé le sorcier au Stade français, entre 45 et 48, diplômé de la première promotion des moniteurs entraîneurs de football en 1941 à l'école normale d'éducation physique sous la houlette de Gabriel Hanno, le journaliste Robert Chapat est allé le suivre une semaine avant un derby milanais en 1962. On y voit Herrera à l'entraînement, l'air sévère, ses cheveux de jet plaqués en arrière, donner le rythme des exercices à des joueurs en jogging flottant. Les gestes d'échauffement paraissent désuets, les gammes techniques basiques, du niveau de celles répétées en école de foot aujourd'hui, jongle, crochet court et changement de direction. En revanche, l'intensité exigée est bien visible, notamment sur les séances de frappe au cours desquelles les joueurs enchaînent 6 ou 7 tirs consécutifs sur des ballons envoyés rapidement un peu partout dans la surface, face au même gardien mitraillé inlassablement pendant 2 heures. Herrera a apporté à l'Inter beaucoup d'entraînement avec ballon et moins de musculation et de physique, se souvient Sandro Mazzola dans As en 2010. Ces entraînements basaient tout sur la vitesse et il disait tout le temps que c'était la chose la plus importante, d'être rapide. Si on n'est pas rapide, on ne gagne pas. Herrera ne pardonnait rien, ajoute l'attaquant Angelo Domenghini, recruté à l'Atalanta en 1964. Il voulait le maximum pendant tout l'entraînement. Il y avait toujours une grande intensité, de la conviction et de la concentration, complète Luis Suarez dans Fear and Loathing in the Liga, de Sid Lowe. Il était extrêmement professionnel et totalement différent de tous les autres. Le travail était plus dur, plus fort, plus rapide, plus agressif, l'approche directe. Il ne rigolait pas, c'était très sérieux. Pour le comprendre, il suffit d'écouter les invectives d'Herrera dans un reportage de la télévision italienne en 1962. C'est tac à la bala, attaque le ballon, incessant. Ses injonctions à jouer plus vite sur des échanges de passes courtes entre 5 joueurs. Il était des années en avance, assure Sandro Mazzola sur UEFA.com. Il entraînait nos esprits avant nos jambes. Il Mago a tout changé, juge le défenseur Tarcisio Bourniche dans SoFoot. Il a révolutionné le foot pour l'amener dans le monde moderne. À Turin, quand je jouais à la Juventus, on faisait 4 tours de terrain, puis des exercices de passe et enfin des oppositions. Quand je suis arrivé à l'Inter, c'était un autre monde. Avec Herrera, on n'a jamais fait un seul entraînement sans ballon. La technique individuelle, les passes, le système tactique, tout était travaillé en même temps. Les prémices de la périodisation tactique chère à José Mourinho. On m'a accusé d'être tyrannique et impitoyable avec mes joueurs, note Helenio Herrera, cité dans Inverting the Pyramid, mais j'ai simplement mis en place des choses qui ont ensuite été copiées par tous les clubs. Travailler dur, le perfectionnisme, l'entraînement physique, les régimes alimentaires et 3 jours de mise au vert avant chaque match. Ah, le fameux Retiro, autre pilier de la méthode Herrera. Le technicien franco-argentin en aurait eu l'idée à Barcelone quand, hospitalisé pour une fracture, il avait lu un livre sur des exercices spirituels du XVIe siècle. Il voulait créer pour ses joueurs les mêmes conditions que celles des retraites spirituelles. Pour les rencontres à domicile, les mises au vert avaient lieu à l'hôtel Métropole Suisse, au bord du lac de Côme. Un moment pour optimiser la concentration avant les matchs, mais aussi un moyen autoritaire pour Herrera de contrôler la vie de ses joueurs, leur alimentation et s'assurer de leur abstinence. Pour l'attaquant anglais Jerry Hitchens, 1961-62, quitter l'Inter était comme sortir de la putain d'armée. Il a fait d'un jeu un sport professionnel, tout simplement, répond Tarcisio Bourniche. Quand je jouais à la Juventus en 1960, on s'entraînait le mardi après-midi, mercredi, jeudi et voilà. Le jour du match, le dimanche, on avait rendez-vous à 10h du matin pour manger avec l'équipe et puis on jouait l'après-midi. Rien de plus. Avec Herrera, les entraînements étaient planifiés tous les jours. Notre alimentation était programmée. À l'Inter, j'ai passé plus de temps en mise au vert avec mes coéquipiers qu'à la maison. Le samedi, Il Mago nous faisait une analyse de l'adversaire du lendemain. Celui-là, il est droitier. Son dribble préféré est comme ça. Celui-là, il est super rapide. Ce qui est dommage pour lui, c'est que Facchetti est encore plus rapide. Alors on va jouer comme ça. Du coup, le dimanche, on savait tous exactement ce qu'il nous restait à faire pour gagner. Herrera ne laissait rien au hasard. Il notait tout. Des informations sur la météo, la qualité de l'herbe, les rebonds, les trajectoires des ballons, les tics techniques des joueurs et même les affinités politiques des arbitres. Je ne crois pas en la chance, se justifiait-il. Quand quelqu'un a autant gagné en 20 ans, est-ce que ça peut être de la chance? Modestement, j'ai plus gagné qu'aucun autre entraîneur au monde. Mon cas est sans précédent. Seule la plume de Gianni Brera en 1966 pouvait saisir toute la complexité du personnage. Clown et génie, bouffon et ascète, escroc et père modèle, sultan et mari fidèle, idiot rustre et compétent silencieux, mégalomane et obsédé par la santé. Herrera est tout ça, et plus encore. Un motivateur hors pair aussi. Avant les matchs, HH mène lui-même l'échauffement à l'intérieur du vestiaire. Exercice d'assouplissement, petite passe au sol et de la tête. Arrive ensuite l'heure du serment, juste avant d'entrer sur le terrain. Et Herrera tient le ballon dans la paume de la main. Ses joueurs posent la leur dessus. Il faut toucher le ballon, justifiait-il. Tous les stress et le ballon les rassure. C'est leur vie. Il crie « Vinciamo !» On gagne. « Vinciamo !» répondent-ils à l'unisson.
Le football d'Herrera basait tout sur la confiance en soi, avec peu de concepts, mais extrêmement importants, analyse le journaliste Mario Sconcerti. Un travail psychologique de martèlement qui paraîtrait ridicule aujourd'hui, mais qui a pu transformer son équipe en véritable machine de guerre. Il ne connaissait pas de voix médiane. Il voulait être aimé et craint. À ceux qui l'accusaient d'arrogance, il répondait candidement que son seul crime était d'être le meilleur. Jusque-là, l'entraîneur n'était pas important, mais lui giflait virtuellement les meilleurs joueurs en leur faisant croire qu'ils n'étaient pas assez bons et complimentait les autres des voiles Luis Suarez dans Inverting de pyramide. Ils étaient tous surmotivés pour lui montrer qu'il avait raison ou qu'il avait tort. Helenio Herrera était le premier entraîneur au sens moderne du terme, le premier super entraîneur. Il définissait d'ailleurs ainsi son rôle dans un reportage de la télévision italienne en 1962. Un entraîneur doit s'occuper de 4 choses fondamentales: la préparation physique de ses joueurs, le progrès technique, la tactique du jeu collectif, le moral. Trop d'entraîneurs limitent leur rôle à de petites tapes sur les épaules des joueurs quand ils s'apprêtent à entrer sur le terrain ou à délivrer de temps en temps des discours patriotiques qui, même s'ils réchauffent le cœur de certains joueurs, ne servent qu'à refroidir les muscles de toute l'équipe. Jusqu'ici relégué au second plan, presque accessoire, l'entraîneur devient une figure centrale et complète, décisive dans le destin d'une équipe, autant tacticien que meneur d'hommes, stratège et psychologue, gestionnaire et communicant. Quand Herrera est venu en Italie, personne ne connaissait vraiment le nom des entraîneurs, souligne Sandro Mazzola sur EF1.com. Personne ne s'intéressait à eux, ils n'apparaissaient pas vraiment dans la presse, ils ne travaillaient que dans le vestiaire et sur le terrain. Et lui, il a changé les choses. La star de ses équipes, c'était lui. Quand je suis arrivé, les équipes appartenaient aux grands joueurs, explique-t-il dans Soccer Against the Enemy de Simon Cooper. Le Real était l'équipe de Di Stefano et ainsi de suite. Avec moi, tout a changé. Je suis l'entraîneur, donc je suis le boss. Grâce à moi, les entraîneurs ont commencé à gagner de l'argent. Avant moi, ils portaient les valises. Quand le verrou cède. On l'a vu, les conditions de réussite du Catenaccio reposent sur un savant mélange de solidité à toute épreuve, d'exploitation des erreurs défensives et individuelles adverses, d'efficacité implacable et de réussite. Dès que l'un de ces ingrédients fait défaut, le succès de la recette est compromis. Contre Bologne, dans le barrage pour le titre de champion d'Italie 1964 disputé à Rome, des insuffisances offensives face à une autre équipe jouant le Catenaccio, ainsi qu'un poil de malchance, ouverture du score de Foley sur un coup franc indirect dévié par Facchetti, font perdre sa couronne à l'Inter. Marquage individuel strict, Mazzola étouffé, Jair brouillon et des défenseurs milanais décontenancés face à la liberté qui leur est laissée balle au pied. Une fois en tête au score, Bologne casse le jeu autant que possible, comme quand Haller s'envole et capte à la main une passe aérienne dans le rond central, puis éloigne le ballon pour couper une action milanaise. Un mimétisme presque parfait. Battu à son propre jeu, l'Inter n'avait pas de plan B fiable et souffrait de son manque de flexibilité. On avait perdu 2-0 et on s'était engueulé, avec Herrera, raconte Tarcisio Bourniche dans SoFoot. Je lui demandais, mais quand un attaquant adverse passe le milieu et n'a plus de marquage, pourquoi je ne peux pas monter sur lui et demander aux libéraux de s'occuper de mon joueur? C'était un non catégorique de sa part. Occupe-toi toujours de ton homme et basta. Un an plus tard, rebelote face à la Juventus pour la seule finale de la Coupe d'Italie d'Il Mago avec l'Inter. Un duel d'Herrera, Helenio face à Heriberto, HH contre HH2, le Paraguayen à la tête de la vieille date de 1964 à 69, champion en 67, et qui s'assoira sur le banc interiste 2 saisons au début des années 70. Sa Juve évoluait alors elle aussi avec un libéro très reculé derrière une ligne de 4 défenseurs, repli défensif exigeant et projection en nombre limité vers l'avant, le tout orchestré par le Brésilien Chinesinho, technique et vif au cœur du jeu. Cette fois, c'est une défaillance individuelle de Sarti qui manque sa sortie devant Giampaolo Menichelli qui plombe les plans Nerazzurri. Un but chanceux pour Helenio Herrera, jamais vraiment bon joueur. L'Inter bute encore sur un mur renforcé et ne se découvre qu'au fil du match mais de manière désordonnée. Le problème, c'est que mon équipe n'a attaqué son adversaire que vers la fin quand il était trop tard, estime le vaincu. 2 défaites qui illustrent toutes les limites de son approche si le plan n'est pas mené à la perfection, avec le petit coup de pouce du destin en bonus. Au fil des années, une certaine usure physique et mentale commença à poindre. Encore sacré champion d'Italie en 1966, le Catenaccio interiste était moins souverain sur le terrain, moins en contrôle, surtout en Europe. À Santiago Bernabéu, en quart de finale retour de C1 1967, 1-0 pour l'Inter à l'aller, seuls 2 coups du sort valident la qualification milanaise face au 4-3-3 madrilène et à son jeu technique et patient. Une frappe puissante de Domenghini mal repoussée par le gardien Araki Stein et reprise par Capellini. Un centre de Suarez dévié par Zocco dans ses propres filets. Le glas va définitivement sonner en finale le 25 mai 67 à Lisbonne. Jacques Ferrand l'avait senti venir dans l'équipe le jour du match.
L'expérience de l'Inter, sa rigueur défensive, son impassibilité et la terrible menace de ses contre-attaques faisaient de cette équipe presque inhumaine une machine que personne en Europe ne nous semblait capable de dérégler. Mais depuis 3 mois, l'Inter prend des coups, l'Inter souffre, l'Inter doute. Avec notamment un billet pour la finale arraché en match d'appui contre le CSKA Sofia en demi. Jair et le cerveau Luis Suarez sont forfaits pour affronter le Celtic Glasgow de Jock Stein, clairement outsider et tombeur au deuxième tour du FC Nantes 3-1 de José Arribas, invité à assister à la finale par les Écossais. Méticuleux, Helenio Herrera avait supervisé son adversaire en personne lors d'un derby de Glasgow. Ils sont rapides, ils possèdent une condition physique parfaite, ils courent à toute allure, et je crois bien qu'ils seraient tout aussi ardents s'ils se trouvaient sur la surface de la Lune, énumère-t-il dans l'équipe. Mais nous avons sans doute plus de classe pure dans notre équipe. Nous devons partir très vite et placer des accélérations au départ. De son côté, Jock Stein était tout aussi confiant. Je pense que nos joueurs finiront bien par échapper à leur marquage strict. Il y en aura bien un qui finira par semer son adversaire et même par battre, et le verrouilleur et le gardien adverse. Face au troisième finaliste non latin sur 24 possibles depuis la création de la C1, l'Inter ne fait illusion que 10 minutes, le temps pour Mazzola d'ouvrir le score sur penalty. Herrera avait vu juste. Mais ensuite, c'est une déferlante écossaise. Quand le physique ne suit plus, quand la rigueur du marquage se relâche, l'édifice prend l'eau de toutes parts. Certains chez nous étaient trop émoussés, expliquera Facchetti par la suite. Nous avons joué pratiquement à 5 contre 11, une agonie de 80 minutes. Dans son approche du match, Helenio Herrera s'était adapté au profil des joueurs du Celtic. Giacinto Facchetti étant souvent en difficulté face à des petits gabarits, c'est Tarcisio Bourniche, habituellement côté droit, qui est en charge de l'ailier droit Jimmy Johnston, Facchetti se retrouvant à droite sur Bobby Lennox. Le reste était plus naturel, Bedin sur Stevie Chalmers et Guarneri sur Willie Wallace. Mais ce dispositif strict fut terriblement troublé par les permutations incessantes des avants écossais, observe le journaliste de l'équipe Jean Cornu. L'Inter est désorganisé, dépassé par les projections d'Écossais venus de l'arrière pour forcer le verrou. Au milieu, Bobby Murdoch et Bertie Hall font les pistons, l'un compensant les montées de l'autre. Les ailiers Johnston et Lennox repiquent dans l'axe et les latéraux Jim Craig et Tony Gemmell dédoublent dans l'espace libéré dans une interprétation moderne, flexible et dynamique du 4-4-2 à plat, dans lequel la déstabilisation se fait principalement sur les ailes. Craig et Gemmell sont d'ailleurs directement impliqués dans l'égalisation écossaise avec un centre du premier pour une reprise pleine lucarne du second. L'ensemble donne le tournis à l'arrière-garde intériste. Je pense que nous avons su varier suffisamment notre jeu pour obtenir le résultat que nous voulions, se félicite après coup Jock Stein. Le but vainqueur de Stevie Chalmers qui dévie un tir de Bobby Murdoch était inéluctable. L'Inter qui a passé tout le match à défendre reste sans réponse et s'incline 2-1. Il y eut une justice, écrit l'envoyé spécial de l'équipe Jacques Ferrand le lendemain. Aucun spectateur neutre n'a pu ne pas se réjouir de voir le Celtic recevoir enfin la récompense de son incommensurable générosité, payée de son opiniâtreté terrible. Le bon football a été récompensé, appuie Juste Fontaine. Si cette victoire nous était revenue, ça aurait été une grande injustice, admet d'ailleurs un Helenio Herrera beau joueur pour une fois. Notre équipe est fatiguée. Triste crépuscule d'une formation restée 4 ans au sommet de l'Europe. Tôt ou tard, l'Inter d'Herrera, l'Inter du Catenaccio, des victoires marginales, devait payer pour son refus de jouer un football divertissant, sans Flammundo Deportivo. Quelques jours plus tard, les Nerazzurri perdront le Scudetto au profit de la Juve d'Heriberto Herrera. Helenio Herrera et Angelo Moratti quittent le club ensemble la saison suivante après une 5e place en Serie A. HH part à la Roma où il remportera la Coupe d'Italie en 69, le seul trophée qui lui avait échappé à Milan. École italienne et garage de bus. Dans le sillage des succès de l'Inter, le Catenaccio s'est profondément enraciné dans le football italien, devenu référence, voire incarnation de l'approche défensive en Europe et dans le monde. Un héritage qu'Arrigo Sacchi a fini par renverser à la fin des années 80, tel Hatem Ben Arfa dans le bureau de Jean-Claude Dacier avec une vision totalement à rebours. Il a néanmoins fallu du temps pour définitivement tourner la page et l'évolution de la Serie A, peut-être le championnat européen le plus spectaculaire en 2016-2017, semble indiquer que le football italien est bel et bien entré dans une nouvelle ère. Pour autant, si l'on ne parle plus tant aujourd'hui de Catenaccio, le verrou a encore ses partisans. Certes, les modes d'organisation défensive d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les pratiques des années 60. Le libéro a disparu, les défenses évoluent tout à plat, la zone a largement supplanté le marquage individuel qui n'est plus que ponctuel et réservé à 1 ou 2 joueurs dans l'entrejeu à quelques exceptions près. L'ensemble est beaucoup plus affiné, perfectionné et nuancé. L'aspect offensif est également plus élaboré. Mais Tarcisio Bourniche retrouve la philosophie qui a fait le succès de son Inter partout dans le football du XXIe siècle. Le Catenaccio, ils le font tous aujourd'hui à défendre avec 10 hommes sur 30 mètres dès qu'une bonne équipe se présente en face. Le jeu est souvent très fermé, plus qu'à mon époque. Le vocabulaire a simplement changé. On ne parle plus de Catenaccio mais de garer le bus.
Le premier a employé l'expression José Mourinho en 2004 pour dénoncer l'approche du Tottenham de Jacques Santini face à son Chelsea. Mais, double clin d'œil de l'histoire, le conservatisme, le bloc bas, l'abandon de la possession pour neutraliser celle de l'adversaire ont permis à l'entraîneur portugais d'offrir à l'Inter en 2010 sa première C1 depuis l'époque d'Helenio Herrera. José Mourinho s'est autoproclamé Special One. Le journaliste Jonathan Wilson décèle chez Helenio Herrera le sentiment d'être le Chosen One, l'élu. Après avoir survécu à une diphtérie, maladie infectieuse, quand il était enfant, et à un crash d'avion peu avant d'entraîner le Barça. Les similitudes entre les deux sautent aux yeux, dans tous les domaines, personnalité, communication, tactique. Les 7 règles de José Mourinho au Real Madrid, détaillées par Diego Torres dans Prepárense para Perder, la Era Mourinho 2010-2013, pourraient tout autant avoir été élaborées par Helenio Herrera à l'Inter. 1. Le match est remporté par l'équipe qui commet le moins d'erreurs. 2. Le football favorise celui qui provoque l'erreur chez l'adversaire. 3. À l'extérieur, au lieu d'essayer d'être meilleur que l'adversaire, il vaut mieux encourager leurs erreurs. 4. Celui qui possède la balle a plus de chances de commettre une erreur. 5. Celui qui renonce à la possession réduit donc ses chances de commettre une erreur. 6. Celui qui a le ballon a peur. 7. Celui qui ne l'a pas est de ce fait plus fort. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Helenio Herrera avait dit croire en l'avenir d'un football de combat, ultra rapide, en profondeur, avec des changements incessants de position entre les joueurs pour dérouter le marquage. Il a accompli la première révolution, mais la seconde, via le football total, a dévalué ses idées, comme les intemporels débats philosophiques et esthétiques. 50 ans plus tard, toutefois, l'héritage tactique et professionnel d'Helenio Herrera est toujours bien vivace. Il Mago ne croyait peut-être pas si bien dire quand il se demandait en 1969 « Que serait le football sans moi ?» Lo sai per un gol, io darei la mia vita, che in fondo lo so, sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro